Nous nous retrouvons au cœur d'un ensemble de bâtiments, ici, dans ce magnifique monastère Notre-Dame, dit de la Coudre. Nous allons rencontrer les sœurs cisterciennes trappistines. Les sœurs sont bien des moniales qui vivent selon la règle de Saint-Benoît et vivent ainsi selon deux axes fondamentaux, ora et labora, en d'autres termes, prière et travail. Entre les offices, il y en a 7 dans la journée, et fromage, en passant par le travail du cuir ou les flancs, les sœurs de la Coudre ne chôment pas. Et c'est une joie de les rencontrer dans cet écrin magnifique afin de découvrir comment elles parviennent à concilier une vie de prière tout entière tournée vers le Seigneur et une vie de travail qui leur permet de vivre, bien sûr, mais aussi de transmettre, de participer à la mission évangélisatrice de l'Église tout entière. Alors entrons dans cette cour. Nous voici dans la place. Sœur Myriam, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans ce lieu qui est un lieu de silence, qui est propice au silence, qui est sans doute le cœur de votre vocation, mais il y a bien plus encore ici. Et alors je suis très étonnée en rentrant déjà de trouver un lieu qui est en parfait état, c'est magnifique, bon en plus il y a du soleil, mais c'est magnifique. Depuis quand ce monastère existe-t-il ? Alors, nous sommes arrivés à Laval en 1816, en venant de l'Allemagne, de Darfeld, après la Révolution, où le monde monastique religieux avait fait tout un périple à travers l'Europe centrale. À leur retour, des religieux et des religieuses se sont installés à Darfeld, dans l'ouest de l'Allemagne, et donc elles sont restées là un certain nombre d'années. Et quand le climat politique a été bon en France, elles sont revenues et on a été un des premiers monastères cisterciens féminins à revenir en France. Donc en 1816, mais c'était pas à la Coudre, c'était à Sainte-Catherine, de l'autre côté de Laval. Alors Sainte-Catherine, c'est du côté de Grenoux, c'est ça ? C'est là où, quand on lit l'histoire de Thérèse Rondeau, elle a été baptisée, là, un petit peu en catimini d'ailleurs, juste après la Révolution française. Oui, mais alors très vite, la ligne de chemin de fer est passée à travers notre propriété. Donc à ce moment-là, les sœurs ont acheté cette petite ferme qui était ici, à la Coudre. Et puis, la Coudre, c'est dû au coudrier ? C'est dû au coudrier. C'est un lieu où il y a beaucoup de noisetiers, d'où le nom de la Coudre. Et les moines de Port-du-Salut, qui étaient donc tout proche de nous, qui étaient arrivés en 1815, nous ont aidés à construire ce monastère, qui a été construit pour être un monastère. C'est pour ça qu'il est si beau et si fonctionnel. Et si grand, et si grand. Et alors, lorsque vous étiez au prieuré Sainte-Catherine, qui n'existe plus, je crois, qui a été détruit. Il a été détruit, oui. Là, vous étiez déjà, enfin, vous n'étiez pas encore là, sœur Myriam, mais vous étiez déjà des sœurs de l'ordre de Cîteaux, oui. Donc des cisterciennes qui sont devenues des trappistines suite à une réforme, je crois, au XVIIe siècle de l'abbé Rancé, c'est ça ? C'est ça. Suite à la réforme de l'abbé Rancé, donc de la trappe, d'où le nom trappiste, trappistine. Mais en fait, nous sommes des cisterciens. Ce nom de trappistine n'existe pratiquement plus. En France, nous devons être 8 ou 10 monastères de moniales cisterciennes et autant de moines. Nous sommes un ordre mixte, donc moines cisterciens, moniales cisterciennes. Et effectivement, l'ordre cistercien est né en Bourgogne, à Cîteaux, avec la règle de Saint-Benoît, puisqu'on voulait reprendre dans son authenticité la règle qui était donc vécue à Cluny. Et Robert, Albéric et Étienne, donc les fondateurs de l'ordre cistercien, sont entrés à Cîteaux très pauvrement. Et en fait, Cîteaux s'est beaucoup développé grâce à l'entrée de Saint-Bernard de Clairvaux. Alors, je disais il y a un instant qu'on est vraiment entre ville et campagne. C'est-à-dire qu'on était en pleine campagne quand on est arrivé, mais beaucoup de gens nous ont rejoints dans le lotissement qui est derrière chez nous, parce que justement, pour être un peu en paix, proche de l'abbaye, proche de nous, mais on a quand même 25 hectares de terre à l'intérieur. Donc quand on est à l'intérieur de l'abbaye, on n'entend rien. Et alors, vous vous êtes installé ici. En venant de Sainte-Catherine, je crois que vous aviez une école pour filles pauvres. En revanche, en arrivant ici, donc dans les années 1850 et quelques. 1858. Et là, vous avez complètement changé d'activité. Vous avez cessé cette école et vous êtes devenus un petit peu des sœurs rurales. C'était pas une activité, notre école. C'était une façon de pouvoir nous introduire après la Révolution. Il fallait qu'on ait une œuvre sociale. Sinon, je crois qu'on n'aurait pas été acceptés. Mais quand ça a été possible, on est redevenu contemplative, donc cloîtrée, et à ce moment-là, nous n'avons plus eu d'école. Nous avons fabriqué très vite du fromage dès 1870, donc ça fait 155 ans. Comme les moines du Port du Salut. Voilà, vous faisiez du Port Salut ?
Nous faisions du port-salut, mais avec une autre marque qui s'appelait Véritable Trappe, voilà. J'ai vu que les 3 guerres que vous avez traversées, vous avez été hospice en 1870, et puis pendant la Première Guerre mondiale, vous avez été hôpital, vous avez accueilli des blessés, et puis la Deuxième Guerre mondiale, vous avez accueilli des blessés, et puis le séminaire de Laval. Voilà. Ils sont restés toute la durée de la guerre. Donc le monastère était séparé en deux, les séminaristes d'un côté et les sœurs de l'autre, et les sœurs se faisaient un plaisir de nourrir les séminaristes, à leurs dépens d'ailleurs. Mais Ça devait être aux petits oignons. Oui, mais c'était très fraternel et les prêtres qui sont passés ici, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais gardent un très très bon souvenir de leur passage chez nous. Alors nous voici donc dans cette cour intérieure qui est magnifique. La cour d'entrée, ah oui, pardon, mais la cour intérieure, c'est le cloître, j'imagine. C'est le cloître, et puis vous allez voir, au milieu du cloître, il y a notre cimetière, mais qui est aussi une cour intérieure, mais spéciale. Ah ben alors je vous laisse me guider pour un peu découvrir ce lieu, havre de paix. Est-ce que vous préférez qu'on commence par l'église? Très bien. Donc c'est ce qu'on appelle l'église abbatiale? C'est ça, c'est l'église abbatiale, où donc tous les jours, on a nos 7 offices. Alors nous entrons dans cette abbatiale qui est très grande. Donc c'est une église qui date aussi de l'origine, mais on a fait un tête-à-queue en 1994 parce que nous étions derrière. Et cette partie de l'église là où on est servait à la paroisse d'Avenir pour sa messe du samedi soir et du dimanche. Et en 1994, la paroisse d'Avenir ne venant plus, on a récupéré les lieux et on a fait un tête-à-queue, et maintenant c'est beaucoup plus sympathique parce qu'on peut ainsi mettre les gens derrière nous, alors qu'avant ils étaient sur le côté, on ne se voyait pas. Et on a refait le sanctuaire il y a quelques années simplement aussi pour faire venir un peu de lumière parce qu'il était un peu sombre, et donc notre architecte a trouvé cette idée par le plafond de faire venir la lumière, et c'est très beau. Avec une charpente en espèce de, un peu comme une carène de bateau. C'est une carène de bateau, une charpente en châtaignier, et si bien que depuis que c'est fait, il n'y a jamais eu une toile d'araignée. Parce que les araignées n'aiment pas les châtaigniers. Je vous suis souvent dans les églises cisterciennes ou les monastères cisterciens. Il y a souvent 3 ouvertures au chevet de l'église qui symbolisent la Trinité, mais là, il n'y a pas parce qu'il y a un bâtiment derrière. Il y a un bâtiment derrière et puis elle est trop étroite, voyez. Pour faire 3 fenêtres, ça aurait été un peu compliqué. Et puis derrière, c'est le chapitre que vous allez découvrir aussi. Donc, c'était pas possible de donner de la lumière par ces fenêtres. On a donc imaginé le plafond. Qui est vraiment magnifique. Donc, 7 fois par jour, on se retrouve dans cette église, donc à 4 heures du matin. À 7 heures, on a l'aude Eucharistie. À 9 heures, au début du travail. À 12h15, à la fin du travail. À 14h15, début du travail de l'après-midi. 17h30, les vêpres. Et 19h30, l'office de complis qui termine la journée. On approche du chœur, du sanctuaire, et vous voyez à l'étage une tribune. Ce n'est pas la tribune de l'orgue qui est au fond de l'église. Pour les sœurs malades? C'est ça, c'est une tribune, la tribune de l'infirmerie où les sœurs âgées malades qui ne peuvent pas descendre peuvent venir pour participer aux offices avec nous. Alors nous sortons de l'abbatiale pour nous diriger vers le cloître. Le cloître est un lieu de promenade en même temps que de prière. On peut prier tranquillement en faisant le tour du cloître. Le cloître est un lieu d'intériorité, d'intériorisation, parce qu'on ne parle jamais dans le cloître, sauf effectivement quand c'est nécessaire. Sauf aujourd'hui. Sauf aujourd'hui. Le cloître est le lieu de passage des sœurs pour aller d'un endroit à l'autre. Et il est très intériorisant, il nous prépare justement quand on va à l'église, il nous met dans ce climat de silence qui nous prépare à la prière. Et puis c'est un lieu de circulation, comme disait Thomas Merton, je crois, qui disait que c'est une allée sans fin ouverte sur le ciel seulement. Effectivement, le cloître, c'est un quadrilatère, et si vous regardez, on tourne tout autour du cloître, et à l'intérieur, si les portes ne sont pas ouvertes, on a comme ouverture que le ciel. Alors en fait, vous avez 2 cloîtres, parce que là on est à l'étage. Voilà, nous avons 2 cloîtres, un cloître fermé et un cloître ouvert, parce qu'il y a une dénivellation de terrain, et ici on est au rez-de-chaussée, là-bas on est au premier étage. Et alors on est en train de regarder par une ouverture de ce cloître. Nous avons vu sur le cimetière de la communauté où reposent les sœurs. Toutes les sœurs depuis 1816, puisqu'on a ramené tous les corps de celles qui étaient au cimetière de Sainte-Catherine, si bien qu'elles sont 403, je crois,
dans ce cimetière. On les met 2 par 2 maintenant. Ouais, ça fait du monde pour Ça une fait grande du communion monde. des saints. Oui. Et vous-même aujourd'hui, il y a combien de moniales aujourd'hui à la Coudre? 43 aujourd'hui, 43. 43 présentes, oui. Et alors ce cloître nous emmène donc dans les principaux lieux, donc le chapitre. C'est le lieu où se réunissent les sœurs pour décider des grands axes de l'avenir de la communauté. C'est d'abord un lieu où tous les matins on se retrouve pour lire un chapitre de la règle de Saint-Benoît. Et l'abbesse fait un commentaire de cette règle pour aujourd'hui, parce que c'est écrit au VIe siècle, donc les expressions ne sont pas forcément toutes compréhensibles aujourd'hui, donc il faut les interpréter pour aujourd'hui. Et c'est là aussi, donc, elle fait le dimanche un commentaire de la liturgie. Et sinon, c'est ici effectivement que se prennent les grandes décisions, par exemple. Le vote pour l'élection d'une abbesse, c'est ici que ça se passe. Nous sommes dans une grande démocratie. Nous sommes dans une grande démocratie. Un vote pour l'admission à une profession temporaire ou une profession solennelle, c'est ici aussi que ça se passe. Ou alors si on a des votes même pour des questions économiques, par exemple un emprunt qu'on veut faire, la communauté vote. Quand ça engage vraiment Quand ça engage la communauté, tous les lieux de grandes décisions se font ici. Alors là, nous sommes dans des lieux de clôture, c'est-à-dire Voilà. que le public n'y a pas accès, le cloître non plus. Non plus. Voilà, c'est ça. Sauf les journées du patrimoine. Et on retrouve la même charpente que dans l'abbatiale, puisqu'on est dans le prolongement de l'abbatiale. C'est ça. Nous arrivons dans cette salle de conférence. En effet, il y a de quoi s'asseoir et prendre des notes un peu partout. Donc c'est le lieu des sessions et de la formation continue de la communauté. Régulièrement, chaque trimestre, nous avons une session soit biblique, soit théologique, soit anthropologique, enfin tous les sujets sont bons, et une fois par trimestre. Donc c'est comme ça que nous allons avoir une session sur le mystère du Christ souffrant. Alors à tort, j'ai dit que nous venions d'arriver dans la bibliothèque, mais pas du tout, vous venez de me corriger. Nous sommes dans le scriptorium. Le scriptorium, au XIe siècle, c'était le lieu où les scribes écrivaient. Mais le scriptorium aujourd'hui, c'est le lieu de méditation, de lectio divina, où chaque matin surtout, l'intervalle entre la fin des vigiles, entre 5h et 7h et les laudes, donc on a un long temps de silence où chacune peut venir méditer, prier avec sa Bible ou avec des livres spirituels. C'est un moment très important pour nous, le temps du matin dans ce scriptorium. Tout est en parfait état parce que depuis 35 ans ou 40 ans même, on restaure le monastère par tranches. C'est comme ça qu'on a commencé par l'infirmerie en 1987-1989, en faisant des emprunts bien sûr parce que on n'avait pas forcément l'argent. Et quand un emprunt était remboursé, on recommençait, on refaisait une autre tranche, etc. Ça nous a permis de restaurer le monastère. Et c'est pour ça que vous le voyez en bon état. Et maintenant, on essaie de l'entretenir. Et puis, à travers les fenêtres, là, vous avez une idée du parc, le jardin potager avec la serre. Qui vous nourrit complètement? Oh non, non, ce serait trop de travail. Parce que nous avons quand même un atelier qui prend beaucoup de force vive avec la fabrication des poudres d'entremets. Donc, on donne la priorité à notre atelier. Les fameux flancs de la Coudre. Ouais. On en reparlera dans une autre émission de ces flancs. Oui, c'est aujourd'hui votre première source de revenus, j'imagine. C'est notre première source de revenus, oui. La communauté vit vraiment des flancs, oui. Ah oui, ce jardin est magnifique. En plus, là, j'avoue qu'il est sous le soleil. Donc, il est sous le soleil. Et au-delà du mur, là-bas, vous avez notre plantation de petites forêts. On a 10 hectares qu'on a plantés en forêt. Et avant, il y avait, c'était quoi? Vous aviez des animaux? Champs. Non, quand je suis arrivée, il y avait des animaux, mais on les a vite perdus et on a loué les terres qui étaient au-dessus du mur là pour occuper les terrains. Et puis finalement, on a reboisé nous-mêmes. C'est magnifique. Et là, si je viens à l'hôtellerie, si je viens faire une retraite, est-ce que je peux me promener aussi dans votre parc? Non. Et on est aussi dans la clôture, aussi dans le jardin, et donc c'est vraiment votre domaine privé. On va aller jusqu'au noviciat, peut-être. Le noviciat, ce sont les sœurs qui rentrent, qui étaient postulants, qui prennent l'habit, et qui ensuite ont combien d'années de formation? 5 ou 6 ans. Les vœux temporaires, c'est au bout de 4 ans, et puis après, les vœux solennels, c'est au bout de pratiquement 7 ans. J'aurais bien fait un petit arrêt ici pour aller voir les cellules, ça vous intéresse? Très bien, oui, bien sûr. Avec un grand escalier en bois. D'origine. D'origine, oui, c'est ça, on n'est pas du tout dans le même bois que les autres parquets du monastère, donc là on sent que ça grince. Ça grince, c'est pas très régulier. Et alors là, vous voyez au milieu de l'escalier, il y a une corde.
Avant qu'il y ait des téléphones et des internets et tout ce que vous voulez, Pour rappeler. on appelait les sœurs avec la cloche. Oui. Donc il y avait autant de cloches. Cloche pour le déjeuner, cloche pour les offices. Ah non. Oui, il y avait ça, mais ça c'est à l'église. Oui. Tandis qu'à l'intérieur de la communauté, quand on voulait joindre une sœur, un coup c'était la mère abbesse, 2 coups c'était la prieure, 3 coups c'était... À 43 sœurs, ça peut faire beaucoup de formules. C'est du morse. Quand on arrivait à 7 ou 8 coups pour une sœur, fallait les compter. Hein. Et donc avant c'était on imagine bien des dortoirs, et maintenant donc chaque sœur a sa cellule. Voilà. Ce qui aide quand même au sommeil, parce que autrefois dans les dortoirs, on entendait la voisine ronfler. Oui. Chaque sœur a sa cellule. Ils sont vraiment très sobres, vous voyez. Il y a juste un lit, un lavabo, un placard. Il n'y a pas de table puisque nos lectures se font au scriptorium. C'est simplement pour dormir. Très sobre. Sobre ou rustique. Parce qu'il y a ce qu'il faut quand même. Il y a de l'eau, il y a du chauffage. Et puis le soleil. Le soleil, il y a le soleil. Il rentre après avec ces jolies fenêtres en ogive, oui, qui sont très très jolies. Et alors, quand vous recevez des personnes pour l'hôtellerie, ce que vous allez nous en parler c'est à l'hôtellerie. Il y a une hôtellerie du même style, en fait. Non, elle est bien aménagée, l'hôtellerie. Oui, mais ce sont des chambres rustiques aussi. Moi, je dirais pas que c'est rustique. Dans les chambres d'hôtellerie, il y a une table, il y a un fauteuil, il y a plus que ça. D'accord. On va voir tout à l'heure. Et toujours cette vue sur le cloître qui revient, et on fait tout le tour du monastère avec cette vue magnifique sur le cloître et sur le cimetière des Sœurs. On est revenu dans le cloître, puisque c'est vraiment la partie centrale qui dispatche un petit peu partout. À la ressemblance de ce qui est en communauté, nous avons aussi un petit scriptorium pour les jeunes qui viennent et qui sont entre elles à cause de leur formation. Et il faut aussi qu'elles s'habituent tout doucement à la vie de la communauté, donc ça se fait en douceur. Est-ce que c'est indiscret de vous demander aujourd'hui combien il y a de novices? Alors aujourd'hui, il y a 3 jeunes professes qui arrivent en fin de parcours et qui vont faire leur profession solennelle, je pense. Et puis on a des jeunes qui passent, mais pour le moment, il n'y a pas encore de novices. Il n'y a pas encore d'entrée. Non. Très bien. Nous entrons dans le réfectoire. Alors c'est ici donc que les sœurs prennent leur repas tous les jours, petit déjeuner, dîner. Nous prenons nos repas toujours en silence. Matin et soir en silence complètement, et le midi nous avons la lecture. Alors on commence toujours par un extrait d'évangile du jour, et puis après les titres des journaux, les grands titres. Il y a une sœur qui dépouille les journaux et qui nous lit toutes les choses importantes, et ensuite on a un livre en continu jusqu'à la fin, donc c'est très variable. Ça peut être une biographie, ça peut être un livre plus spirituel, ça peut être aussi quelque chose de plus technique. On essaie de varier pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Très bien, et donc avec une sorte de chaire justement pour celle qui lit. Chacune à sa semaine, oui. Et puis alors là, vous voyez, nous sommes toujours en self-service, donc les plats sont déposés et chacune vient se servir. Vous faites vous-même la cuisine et tout? Non. Nous ne pouvons plus faire la cuisine parce que justement notre atelier d'entremets prend tellement de force vive qu'on a préféré faire appel à une société de restauration avec 2 cuisiniers sur place qui se remplacent, et nous, ça nous permet d'assumer complètement par nous-mêmes tout notre atelier d'entremets. Alors nous arrivons, après un petit séjour dans un ascenseur, à l'infirmerie. Donc là, vous avez la salle de soins de la sœur infirmière, avec à côté sa chambre où elle a les appels de nuit. Et sinon, nous avons donc 15 sœurs qui sont dans ces chambres d'infirmerie. Qui peuvent appeler à tout instant. Elles ont donc leur petit réfectoire, pour celles qui ne peuvent plus descendre dans le réfectoire de communauté. Et puis il y a un solarium où elles peuvent pas faire du bronzing, mais au moins se détendre. Sœur Teresa, vous êtes ici depuis combien de temps à la Coudre? 1949. Quelques années après la Seconde Guerre mondiale. Et Sœur Teresa, elle a été longtemps dans notre fondation du Cameroun. Et après, vous êtes revenue à la Coudre. Oui. Et là, en effet, vous êtes bien dans ce petit solarium où vous voyez toute l'activité du monastère. Tandis que dans ma chambre, je n'ai que le cimetière. Mais il est très beau. C'est fort possible, mais enfin. Mais c'est un cimetière. On a parlé du Cameroun, donc j'imagine que c'est une fondation de la Coudre. Et j'ai vu, en effet, vous avez fondé dès le départ, parce que dès le milieu du 19e siècle, il y a eu des fondations un peu partout. Alors, nous avons fondé d'abord à Upsy, dans les Vosges, Clairefontaine, Belleval, Igny, Campénéac en Bretagne. Nous avons fondé aussi avec Upsy, nous avons fondé le Japon en 1898, Tenchien, qui a essaimé. Et le dernier. Vous avez encore des contacts avec la du Japon? Oui, tout à fait, oui.
toute façon, entre monastères, on a beaucoup de contacts parce qu'il y a des réunions au niveau des régions, mais il y a aussi des chapitres généraux tous les 3 ans. Alors, vous êtes allé au Japon? Je suis allée au Japon pour le centenaire de la fondation. Donc, il y a 5 monastères maintenant au Japon et un en Corée. Si on réunit tous les monastères qui sont issus de la coudre, ça fait à peu près combien de moniales? Oh, ça, je ne saurais pas vous dire. À peu près, Non. Ce sont des monastères d'une vingtaine de Mais moniales. aujourd'hui peut-être, mais ça a été beaucoup plus nombreux. Hein. Quand on a essaimé, ça grossit très vite. Mais maintenant, c'est plus des communautés entre 20, 30. Puis ça peut revenir. Oui. C'est vrai qu'il y a un regain dans l'Église catholique. Oui. Il passe beaucoup de jeunes à l'hôtellerie et qui viennent pour réfléchir, pour prendre du recul, pour donner sens à leur vie, chercher un sens, voilà. Alors l'hôtellerie, justement, elle est très dynamique. Très, très dynamique. Quand on regarde un petit peu le programme, vous organisez des week-ends pour femmes, des week-ends pour jeunes, des week-ends de discernement. On n'organise pas vraiment, sauf les week-ends de discernement. Alors oui, c'est nous qui organisons cela, mais les autres, ce sont des groupes qui viennent eux-mêmes et qui demandent à se réunir chez nous dans un cadre monastique, en suivant la prière de la communauté et en demandant souvent qu'une sœur intervienne. Mais c'est pas nous qui organisons tout ça. Alors, si je veux venir, je suis seule et j'ai envie un peu de me ressourcer ou de me poser des questions, je peux venir seule, mais on va me laisser toute seule dans mon coin, ou est-ce que je vais pouvoir parler à des sœurs qui vont peut-être m'aider, me guider? C'est selon le désir de chacun. Il y en a qui viennent vraiment pour être seuls, et puis on les laisse en paix. Les repas sont en silence, d'ailleurs, les repas des retraitants. Mais il y en a aussi qui ont envie de parler avec une sœur, et à ce moment-là, on leur propose différents noms. La sœur hôtelière en premier. Et puis d'autres qui se gèrent eux-mêmes en tant que groupe, donc qui ont leur accompagnateur. Vous voyez, on vient d'avoir les équipes Notre-Dame de Vitré, donc qui avaient leur propre prêtre accompagnateur. Voyez. Alors nous arrivons dans ce fameux lieu d'accueil des hôtes, donc l'hôtellerie, où vous êtes accueillis si vous venez seul ou en groupe. Voilà, tout à fait. Donc il y a un hall d'accueil ici. À côté, vous avez la salle à manger, qui est coupée en 2 parce que là en ce moment on a 2 groupes. Oui, ce qui permet une certaine discrétion entre chaque groupe. Discrétion, puis surtout s'il y en a qui veulent parler, c'est dans une salle, s'il y en a qui veulent rester en silence, c'est dans l'autre. Et quand il y a un grand groupe, on ouvre la cloison. Et nous avons avec ça 10 chambres, ici 11 chambres. On en a 15 au total avec tous les sanitaires complets. Et dans ce qui s'appelle le patio, qui était notre première hôtellerie, on a encore 15 chambres. Mais là, il n'y a que les lavabos dans les chambres. Alors qu'ici, il y a tout le confort. Alors, nous arrivons dans les chambres de l'hôtellerie. Là, on ne parle pas de cellules, on parle de chambres vraiment d'accueil qui sont, oui, évidemment, très confortables, très, très confortables. Donc, avec en effet un petit bureau, une table, un fauteuil, et même tous les sanitaires qu'il faut, douche, lavabo, tout pour passer un moment au calme et en même temps sans sacrifier au confort. C'est pas un grand confort, mais c'est juste ce qu'il faut pour être bien, se détendre, quoi. Et les retraitants, en général, participent aux offices, ils sont... Oui, en général, ils viennent pour participer avec nos offices, mais ils choisissent. On fait en sorte qu'il y ait vraiment une grande liberté pour que ça puisse correspondre à chaque demande. Après avoir fait le tour de ce très beau monastère, il me reste une interrogation encore. Ce que vous pouvez, vous, moniales, retirer du monde, enfin en tout cas avec une vocation contemplative, même si vous avez beaucoup de contacts avec l'extérieur, ce que vous pouvez apporter au monde tout en étant cloîtré, votre prière bien entendu, mais j'imagine que ça va au-delà. Moi, je crois beaucoup à la conversion profonde de chaque personne. Et je pense qu'en entrant au monastère, on a un désir profond de Dieu, et on se rend compte très vite que pour chercher Dieu, pour le trouver, il faut d'abord se convertir soi-même et orienter toute sa vie vers plus grand que nous. Et cela se fait à travers la prière, à travers la lectio, l'écoute de la parole, mais aussi dans une communauté bien précise où on apprend à vivre ensemble, où on apprend ce que sont les relations fraternelles, ce qu'est le combat de chaque jour contre les pensées, contre l'égoïsme et la jalousie, enfin tout ce qui peut animer une personne, c'est le combat spirituel. Et le cadre est vraiment très propice à cette conversion profonde de chacun. Et moi je crois beaucoup que si chacune, chacun et chaque chrétien se convertit, on entraîne le monde. Mais il y a aussi la prière plus directe pour le monde, bien sûr. La prière d'intercession, la prière de louange,
où tous les jours, dans notre prière commune, on nomme les grandes intentions du monde. Vous voyez, la guerre en Ukraine, le Proche-Orient, les cataclysmes, tout ce qui peut se passer, la souffrance des hommes, la souffrance physique, morale, les tensions, vous voyez, tout ça on le porte dans notre prière. On a évidemment, comme je vous le disais au début, pas beaucoup abordé vos activités puisque sur notre antenne, on en reparlera donc de ce que vous faites entre les flancs, on en a parlé un petit peu. Je crois que vous avez un atelier de cuir. Vous faites aussi de l'affinage de fromage. Et l'occasion aussi de dire que vous avez une boutique d'artisanat monastique qui est quand même très importante. Et là, on retrouve évidemment tout ce qu'on peut trouver dans une librairie religieuse, mais pas seulement. Merci beaucoup, sœur Myriam. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans